Si nous sommes aujourd'hui devant une commission parlementaire qui est les affaires étrangères, c'est bien que la perception française aujourd'hui, c'est que cette monnaie n'est pas qu'une monnaie africaine, sinon on n'en déciderait pas au Parlement français. Et c'est aussi une perception encore plus profonde, c'est que les externalités aujourd'hui négatives de cette monnaie génèrent en Afrique un certain nombre de tensions qui probablement, en tout cas qui à mon sens, ne sont pas des tensions négligeables. Je les qualifierais même d'explosives, dans le sens où elles sont portées par la jeunesse. Et donc la démographie du rejet va beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer. Ce n'est pas un rejet qui est limité à l'Afrique francophone. Il y a aujourd'hui des conférences partout en Afrique qui parlent du franc CFA, en Afrique du Sud, etc., au Malawi. Et donc je pense que c'est plutôt une bonne chose, voire une très bonne chose, que vous vous souciez de cette question. Les populations africaines qui sont utilisatrices du franc CFA n'ont jamais eu l'occasion de participer démocratiquement à un exercice les amenant à choisir leur monnaie, à choisir leurs options monétaires. Ça ne s'est jamais produit. Avec d'ailleurs ce paradoxe énorme que vous apprécierez, c'est que pour changer le nom de cette monnaie qui est dite africaine, il a fallu que le Parlement français se prononce, et le Parlement français s'est prononcé sous le regard de l'Union européenne, c'est-à-dire en respectant les avis de conformité de l'Union européenne, mais jamais aucun Parlement africain ne s'est prononcé. Ça veut dire qu'en gros, l'écho, s'il avait existé ou s'il était amené à exister, pourrait exister par des décisions de Parlement européen ou du Parlement français, approuvées par l'Union européenne, sans avoir à requérir l'avis des parlementaires, ne serait-ce que vos collègues africains. Je pense que c'est quand même une question à laquelle vous pourriez aussi, en tant que parlementaire et représentant du peuple, vous pourrez vous poser aussi quelques questions. Le fait que la monnaie va au-delà de la question purement économique, de la question du lien, disons, de la tenue d'un taux de change qui serait à l'équilibre ou pas à l'équilibre, etc. La monnaie va bien au-delà de cela. Et même l'économie va au-delà de ça. Aujourd'hui, une des monnaies qui maintient son niveau par rapport au dollar, c'est le kwacha de la Zambie. Et pourtant, l'économie zambienne va très mal. Mais leur monnaie réussit à se maintenir à un niveau élevé parce qu'ils ont suffisamment de réserves pour maintenir leur monnaie à un haut niveau. Mais ça ne veut pas dire grand-chose sur la vitalité de leur économie actuellement. C'est pour ça qu'il faudrait, à mon sens, je suis plus pour une approche plus institutionnaliste, plus multifactorielle de la monnaie. La perception qui apparaît à nombre d'Africains sur la question du franc CFA, elle est effectivement historique. Mais il ne s'agit pas d'un péché originel. C'est une forme de génétique de la zone. Elle est constituée avec un certain nombre de principes qui sont des principes de la colonie. Ces principes, quand on dit que ce sont des principes de la colonie, ce n'est pas une agression verbale. C'est un fait d'abord historique, mais c'est aussi une rationalité. C'est-à-dire que vous avez un empire, vous voulez donner un visage à votre empire, et qu'est-ce que vous faites? Entre autres, il y a des frontières, il y a des signes monétaires qui vont se distribuer au sein de l'empire. Il y a une banque qui va réguler la circulation monétaire, aussi bien en métropole que dans les colonies. Donc en réalité, les 4 principes cardinaux, à savoir la centralisation des réserves, l'arrimage fixe à un taux de change, etc., la libre transférabilité des fonds, des capitaux, ce sont des principes qui sont des principes naturels à un empire et qui sont naturels à une colonie. Et ces principes sont aujourd'hui encore fonctionnels. Ce qui, évidemment, pour les Africains, entretient l'idée d'une colonialité monétaire. C'est-à-dire qu'on est passé d'une situation de colonie à une situation indépendante, mais avec les mêmes principes que les principes de la colonie. D'autant plus qu'il n'y a pas eu réellement de sollicitation des parlementaires, des peuples, etc., pour approuver ces passages-là. On est arrivé même à un énorme paradoxe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a, en quelque sorte, perdu des degrés de liberté du point de vue africain dans le passage à l'euro. Si vous lisez la décision du Conseil du 23 novembre 1998, que je conseille toujours, enfin je recommande toujours, dans cette décision, l'Union européenne dit clairement à la France « Je suis d'accord avec les unions monétaires que vous garantissez, entre guillemets, mais à une condition. Vous ne pouvez faire aucune modification substantielle sans que 3 services au moins de l'Union européenne
non seulement soit d'accord, mais valide, soit tenu informé régulièrement de l'évolution de ces accords. Donc les Africains passent d'une situation où ils avaient ce qu'on appelle une tutelle monétaire vis-à-vis de la France, à une double tutelle, puisque désormais, l'Union européenne peut, si elle le souhaite, eh bien, intervenir sur cet accord en estimant que pour X, Y raison, eh bien, il ne convient pas aux politiques européennes. Même si c'est hypothétique, c'est quand même statutaire. Donc on passe, avec le temps, plutôt que de gagner en liberté, en indépendance, entre guillemets, eh bien, on se retrouve avec un système qui n'est plus vraiment colonial, mais qui est quelque part hyper-colonial. C'est-à-dire que la colonialité, c'est redistribué sur l'ensemble des pays européens, puisqu'ils ont droit, chaque pays a droit de décider ou de s'opposer éventuellement à n'importe quelle décision qui pourrait être prise par les Africains ou même par la France. Et il faut préciser que cette décision du Conseil européen s'adresse à la France. C'est d'ailleurs, je crois, c'est le dernier article, il y a 7 articles. Ce qui voudrait bien dire que cette décision de l'Union européenne fait des pays africains une forme de colonie monétaire. Parce qu'en fait, dire qu'ils ne peuvent pas, en gros, bouger le taux de change, ils ne peuvent pas décider, par exemple, d'intégrer un autre pays de la zone sans avoir l'avis, d'abord, l'accord de la France, et que la France remonte cet accord au niveau de l'Union européenne, explicitement au niveau de la Banque centrale européenne, au niveau du Comité monétaire et financier, au niveau de la Commission. Donc 3 instances. Donc c'est difficile dans un tel contexte d'imaginer qu'on parle de souveraineté monétaire. Mais avant de parler de souveraineté monétaire, il faudrait aussi, et je pense que tous les panélistes ici connaissent la question même de la souveraineté avant d'être monétaire. La notion de choix me paraît difficile à argumenter. Les pays africains en 1945 sont des colonies. C'est en 1945 que le franc CFA est créé. C'est en 1945 que la France fixe le premier taux de change. Elle fixe un autre en 1948, ensuite en 1958. Entre 1958 et 1994, il n'y a pas eu d'autres taux de change. C'est le même. Ce qui veut dire que ces pays-là ont fonctionné avec les décisions qui ont été prises tout à fait normalement par la France à son époque dans son empire africain. Donc on ne peut pas dire qu'ils aient choisi les taux de change. On ne peut pas dire qu'ils aient choisi les règles qui régissent en tout cas les règles, je dirais, cardinales, qui régissent ces unions, même s'il y a eu plusieurs innovations et plusieurs ajustements à travers le temps. Mais les principales règles sont issues de cette époque-là. Et il faut savoir aussi qu'avoir un taux de change fixe, ça, je pense que c'est important aussi de relire dans la perspective qui est celle des Africains. Les Africains lisent le franc CFA avec l'ensemble des outils et instruments de la colonisation. C'est-à-dire, par exemple, vous verrez toujours associer, ceux qui font des protestations fortes vont associer le franc CFA avec la présence militaire française, avec le fait d'avoir des langues officielles, la langue officielle comme le français, parce que ce sont des accords, entre guillemets, qui ont été signés lors du passage de la colonisation aux indépendances. Donc la lecture, la perspective des Africains de ce point de vue-là, la rationalité qui les anime, c'est de dire finalement on a une espèce de bloc, en gros, qui lie l'économie, la monnaie, les aspects culturels, les aspects militaires, comme un élément, comme un bloc vis-à-vis duquel on a du mal à trouver des marges de liberté. Ça explique en grande partie la situation actuelle, qui n'est pas un simple rejet. Parce que il faut savoir que la contestation du franc CFA est très ancienne. Elle naît avec le franc CFA. Elle a été le fait même de certains experts français. Parce que vous savez qu'il y avait une discussion entre le ministère des colonies et le ministère des Finances. Tout le monde n'était pas tout à fait d'accord. Il y a eu ce débat-là. Certains disaient, si on a 2 monnaies dans le même empire, ça va poser tel et tel problème, etc. Donc il y a eu une contestation qui est aussi une contestation de chercheurs, d'économistes, depuis les années 50-60. Donc ce serait dommage de présenter ça essentiellement comme une espèce de simples protestations. Est-ce que vous pouvez conclure? Je comprends très bien ce que vous dites et c'est passionnant. Mais oui, effectivement, je suis à ma 12e minute. Je vous remercie. Alors, ce que je devrais dire pour conclure, c'est que l'analyse coût-bénéfice externalité faite par les Africains ne permet pas de valider l'institution franc CFA comme étant une institution de développement. Parce que tous les avantages qui sont associés au franc CFA
ne renvoie pas, si on prend la stabilité, mettons, monétaire ou des prix, ça ne donne pas davantage d'investissements directs étrangers aux pays africains de cette zone-là. Ils n'en ont pas plus que les autres. La stabilité monétaire ne fait pas en sorte qu'il y ait moins de pauvreté. Et les travaux, y compris de M. Cabriac ou du Ferdi, reconnaissent qu'on ne peut pas associer le franc CFA à quelque chose qui aille dans le sens de plus de croissance ou plus de développement économique. Donc il me semble qu'il faudrait plutôt penser et admettre que les Africains aujourd'hui sont engagés vers d'autres schémas. Leur schéma, c'est d'abord l'intégration africaine comme paradigme, avec des outils comme la zone de libre-échange, l'intégration régionale, etc., etc. La multilatéralisation et la bipolarisation du monde. Aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui souhaitent adhérer aux BRICS+, par exemple, et que ces nouveaux chemins ne sont pas nécessairement congruents avec le franc CFA. Par contre, et je termine là, Monsieur le Président, si vous permettez, il faudrait également, à mon sens, dire que les 3 pays du Maghreb ont quitté le franc CFA à l'indépendance. À leur indépendance, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Okay, ils ont opté pour leur monnaie. Aujourd'hui, ce sont les premiers partenaires économiques de la France. Et ce sont des pays qui se comportent très bien du point de vue économique. La monnaie tunisienne est une monnaie qui résiste très bien, qui est un change flexible, mais qui résiste très bien à la situation actuelle, qui a un niveau, une cotation vis-à-vis du dollar qui reste très stable. Donc le fait de sortir de la zone franc, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, n'implique pas que les pays n'auront pas eu de relation avec la France. Au contraire, la France s'entend même très très bien avec des pays qui sont sortis de la zone franc, et ses meilleures relations économiques, elle les a avec des pays qui ne sont pas de la zone franc, comme l'Afrique du Sud ou comme le Nigeria, etc. Je vous remercie. Ce qui caractérise la monnaie, c'est la confiance. Et le problème qui se pose aujourd'hui, il ne faudrait pas se le cacher, c'est que le franc CFA a perdu quasiment toute sa légitimité. Quand je dis quasiment, c'est bien sûr les officiels ne le diront pas, mais les gens n'en veulent plus. Et si les officiels ne le disent pas ou les cadres ne le disent pas, il faut aussi reconnaître que par le passé, ceux qui l'ont dit l'ont quand même payé politiquement ou d'une façon ou d'une autre. Donc ça va être extrêmement difficile de forger de la confiance à partir d'un outil qui n'a quasiment plus de légitimité et dont l'illégitimité risque de croître compte tenu de la démographie sur laquelle est assise en fait cette critique. Cela dit, nous avons des problèmes qui sont plus des problèmes de fossé numérique, etc., etc. Donc les questions numériques avancent. On pense qu'elles contribuent de plus en plus à l'inclusion monétaire de ceux qui ne peuvent pas avoir de compte en banque, etc. Mais de mon point de vue, ça reste encore précaire parce qu'on a ces problèmes de fossé numérique, on a encore des difficultés d'accès au numérique, même si ça progresse. Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs. Quand quelque chose va mal, eh bien la France est le coupable idéal qu'on va pouvoir accabler pour se défausser de ses propres responsabilités et puis pour réunir autour de soi les petits groupes d'agités qui auraient sinon tendance à se battre entre eux. Le franc CFA sert de catalyseur aux haines des différents groupes et influenceurs pressés de renvoyer les Français en métropole pour pouvoir établir librement leur business personnel sur le dos des peuples qui ont le malheur de leur faire confiance alors qu'ils sont parfois eux-mêmes sous influence étrangère. Pourtant, quand on écarte la haine de la France de l'équation, eh bien on constate que le franc CFA a plusieurs mérites, à commencer par celui d'assurer la stabilité monétaire et de protéger contre l'inflation. Il permet également de garantir la convertibilité immédiate en euros par le Trésor français et assure un taux de change fixe, tout en facilitant les accords commerciaux, le tout en favorisant l'intégration régionale et une interconnexion des systèmes économiques nationaux. Nous avons un exemple éloquent des résultats conséquents à la sortie du franc CFA avec Madagascar. En 1973, l'année où il a quitté la zone CFA, c'était le pays le plus riche d'Afrique de l'Est. Il est aujourd'hui le 4e pays le plus pauvre de la région et le 6e du continent. Un véritable effondrement économique bien loin de l'Eldorado promis par les révolutionnaires anti-français. Alors loin des fantasmes également qui mettent en avant le franc CFA comme un moyen de piller l'Afrique. Je rappelle qu'en 2023, l'Afrique subsaharienne, c'est 1,8% des exportations françaises et surtout 1,9% des importations. Et 11,6% des importations à caractère stratégique que sont les hydrocarbures, les produits agricoles et les minerais. Ça veut dire que pour 88,4% de ces ressources importées, nous les faisons venir d'ailleurs. Donc non, nous ne sommes pas dépendants de la zone CFA et nous n'en tirons pas profit outre mesure. C'est également pour ça que, contrairement aux mensonges proposés par les partisans d'une Afrique débarrassée de la présence française, aucun dirigeant des pays ayant décidé de quitter le franc CFA n'a subi de mesures de rétorsion. Alors nous sommes pour notre part favorables au respect de la souveraineté des nations, ce qui n'empêche pas de voir quels sont leurs intérêts objectifs.
Tous les mensonges répandus sur la France sont des éléments de propagande utilisés pour monter les populations africaines contre notre pays et récupérer les ressources exploitées en lieu et place des gouvernements installés. Alors voilà quelques éléments qui permettront de remettre l'église au milieu du village et de répondre aux arguments de ceux qui s'opposent au franc CFA. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur Joly, de ce réquisitoire assez vif auquel, je pense, tel ou tel de nos invités souhaiteront répondre. Par exemple, M. Zemelinga. Je dis ça au hasard. Allez-y. Au hasard, je suppose que vous avez pris l'ordre alphabétique. Voilà, vous avez tout compris. Votre nom commence par un Z. Exact. Je pense que, encore une fois, je vous remercie d'avoir pris cette option d'inviter différentes... Vous n'avez pas commencé. Bon. Oui, madame, monsieur Joly, s'il vous plaît, taisez-vous et laissez parler. Pour l'instant, vous interrompez. Taisez-vous, je vous prie. Il y a un orateur qui parle, il est l'invité, c'est à lui de parler. C'est tout. Mais je vous demande de vous taire et je lui ai demandé de se taire. Alors, taisez-vous. Taisez-vous. Monsieur Zemelinga, je lui ai dit, et il se tait. Alors arrêtez. Arrêtez. J'en ai assez de présider des gens qui ne respectent pas leurs invités. Monsieur Zemelinga, à vous. Est-ce que vous pouvez le dire à tout le monde, quand même? Allez-y, monsieur. Oui. Donc, merci pour votre intervention. Je pense que si vous restez dans le prisme des pros et des anti-français, forcément, vous passerez à côté de la question, forcément. Parce que d'une part, les Africains, comme la France, sont dans un espace monde. Et tout le destin de la France n'est pas simplement le destin de ses colonies. Elle est allée vers d'autres espaces et a raison. Et à certains égards, elle n'est pas suffisamment allée vers d'autres espaces et quelquefois, elle n'a pas été très bien positionnée en termes de commerce international vers des pays émergents, vers des pays qui étaient plus dynamiques parce qu'il y avait aussi les anciennes rentes coloniales. Donc vous risqueriez de tirer un petit peu contre votre camp si vous restiez dans cette lecture un peu de pro et d'anti-français. Le franc CFA, d'abord, une monnaie, quelle qu'elle soit. Vous connaissez la question de la souveraineté. Elle a été développée en France par Jean Baudin. Enfin, il y a vraiment des auteurs français de très grande qualité, de très grand talent, qui ont argumenté sur ce que c'est que la souveraineté. La France s'est battue avec le général de Gaulle, déjà, pour sa souveraineté monétaire face au dollar. On connaît la fameuse expression de Monsieur le Président Giscard d'Estaing, le fameux privilège, qui parlait du privilège. Il avait une expression pour parler du dollar. Et donc, si la France s'est battue pour sa souveraineté monétaire, c'est parce qu'elle sait que ça a une importance. Le franc français a été dévalué pratiquement une vingtaine de fois au XXe siècle. Avant 1945 et après 1945, la France n'a jamais pris l'option de dollariser son économie. Et c'est à juste titre, parce qu'elle voulait garder sa souveraineté, qui est monétaire, mais qui est une souveraineté nationale plus généralement. Et si les pays africains s'inspiraient de l'exemple français, il y a longtemps qu'ils seraient partis tous du franc CFA. Je veux dire, ils l'auraient fait à l'indépendance. Comme l'ont fait, encore une fois, le Maroc, la Tunisie, les pays du Mékong, qui non seulement s'en portent pas moins bien, mais n'ont pas de moins bonnes relations avec la France. Alors c'est vrai qu'il y a un contexte de critique vis-à-vis de la France, etc. Mais ce contexte, il est consécutif à quoi? À la perception d'une continuité dont les peuples ne veulent pas. C'est ça la véritable question. Vous avez une monnaie qui, en tant que monnaie interne, c'est-à-dire une monnaie qui s'échange au quotidien, ne va pas être contestée, d'autant plus qu'il n'y a pas d'autres monnaies qui ont pouvoir libératoire dans l'espace africain. Donc les gens vont utiliser le franc CFA. Mais ce qu'ils contestent, c'est le caractère externe et les institutions qui gèrent le franc CFA. C'est ça, c'est là que se trouve la contestation. Et le fait de les ramener chaque fois à soit quelque chose d'irrationnel, soit quelque chose d'instrumentalisé, je pense que ça ne peut faire que augmenter en fait les grandes difficultés, et ça c'est vraiment important, que la France risque d'avoir à long terme. Je ne vois vraiment pas ce que la France aurait à gagner à avoir 2 milliards d'Africains qui sont convaincus que ce pays est, entre guillemets, le pire des pays à l'exception d'aucun autre. Parce qu'en fait, plus ce type d'institution perdure, et plus c'est l'image qui est développée. Il ne faut quand même pas oublier que lors du passage des troupes françaises, il y a quand même des populations qui se sont mises en travers des routes. On peut penser que c'est instrumentalisé, mais il y a eu ça aussi à Madagascar dans les années 70. Alors pour ceux qui sont sortis, pour votre information, je pense que vous le savez, la Mauritanie est sortie de la zone franc, elle ne s'en porte pas plus mal. Donc il n'y a pas de fatalité à ce qu'en sortant d'une zone,
ça se passe pas bien. Il n'y a pas de fatalité. Au contraire, les pays en développement ont besoin de plus de politiques discrétionnaires, de plus de politiques adaptées à leur développement. Et ce n'est pas le cas pour le franc CFA parce qu'il est arrimé à une zone qui est un ensemble de pays développés, déjà industrialisés. Par exemple, il manque des éléments de gouvernance au niveau de la production, de la transformation productive. On n'en parle même pas dans les rapports sur le franc CFA, y compris malheureusement dans les rapports de la Banque de France. Merci. Je vous remercie. Bien, je remercie nos intervenants pour cet échange très intéressant sur le débat récurrent autour du franc CFA. C'est effectivement un élément majeur de la relation entre la France et l'Afrique et nous y avons beaucoup travaillé avec Bruno Fuchs dans le cadre de notre mission d'information. J'en ai retiré la conviction que le franc CFA est devenu une usine à désinformation et à fantasmes. Nous avons en effet beaucoup entendu de théories concernant l'intérêt que notre pays pourrait en retirer. Mais concrètement, la France a quitté les instances de zone de la gouvernance du franc. Il n'y a donc plus d'obligation concernant le placement de réserves de change. Nous ne tirons pas avantage du franc CFA dans nos échanges économiques qui sont minoritaires dans les deux zones concernées. Par contre, le franc CFA est toujours garanti par la France. La parité fixe avec l'euro est maintenue et il confère une vraie stabilité économique, vous l'avez rappelé. Je rappelle surtout que les pays sont libres de décider d'abandonner cette monnaie, mais au-delà des discours, les acteurs économiques et beaucoup de gouvernants craignent l'inflation et l'endettement. J'aimerais entendre nos intervenants sur ce point. Quelles seraient les conséquences concrètes aujourd'hui de la fin du franc CFA dans les pays concernés? Qu'est-ce qui empêche l'abandon de cette monnaie par le Niger, le Mali, le Burkina Faso ou le Sénégal? Ne faut-il pas voir dans ce débat la volonté de certains de déstabiliser et de capitaliser sur un sentiment anti-français qui peut exister? D'après vous, la dette chinoise et le pillage des ressources par la Russie ne sont-ils pas aujourd'hui des périls bien plus grands pour l'Afrique? Merci. Voilà, donc il y a plusieurs scénarios, comme l'a indiqué Madame Laffitte. Aussi, des pays sortaient individuellement ou en petits groupes de unions monétaires et du système, alors que le système restait, les risques seraient majeurs. C'est un peu comme si un pays, et parmi les plus fragiles, sortait de la zone euro. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un risque majeur de forte dévalorisation de leur monnaie nationale. Et par ailleurs, il y a un risque de dollarisation, parce que la dollarisation, elle est déjà là. Imaginons que le Mali sorte de l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest. Tous les résidents au Mali ont du franc CFA d'Afrique de l'Ouest. Et ils vont le garder, parce que c'est la monnaie qui sera la plus solide. Donc on a un pays qui non seulement va créer sa propre monnaie, mais dans un état, dans un contexte dans lequel il est déjà totalement dollarisé, au sens où il utilisera, et sa population utilisera essentiellement le franc CFA d'Afrique de l'Ouest. Sur le long terme, tous les pays sont capables, s'ils ont les institutions suffisantes, de gérer leur propre monnaie. Mais dans la période de transition, ça risque d'être extrêmement déstabilisant. Et qu'est-ce qui a finalement suscité ces déclarations des dirigeants des pays du Burkina Faso, du Mali et du Niger? C'est les sanctions de la CEDEAO et la peur d'avoir des sanctions à travers l'union monétaire sur leur propre monnaie. Parce que ça, ce sont des sanctions qui sont très fortes et très efficaces. Si on vous coupe l'accès à votre propre monnaie, pour exercer des pressions pour le changement du système, alors, pour ces régimes-là, c'est un risque mortel. Et donc, il faut aussi regarder ce côté politique des choses. Certes, ça serait un très grand risque pour ces trois pays, ou un de ces trois pays, de sortir, mais pour les régimes qui sont en place dans ces pays, eh bien, ça permet d'éliminer ou de retrouver une souveraineté monétaire qui leur permet d'éliminer ce risque de sanctions à travers la monnaie. Et ce qu'on assiste aujourd'hui en UEMOA n'est que, effectivement, le reflet de ce qu'on peut assister aujourd'hui, où les États-Unis utilisent effectivement le dollar à titre de sanction, et donc ça présente un danger fort pour la Russie, bien sûr, et éventuellement un jour pour la Chine. Quelques clarifications quand même. Lorsqu'on parle de la garantie française, qui elle aussi, à mon sens, peut être fantasmée, il faut quand même qu'on soit au clair là-dessus. C'est-à-dire que sur la longue durée, ce sont les réserves africaines qui garantissent le franc CFA. Et la garantie a pu jouer de façon transitoire, mais elle n'est pas... On ne peut pas dire aujourd'hui que s'il n'y avait pas la garantie française, le franc CFA n'existerait pas.
Ce serait vraiment aller à l'encontre des faits empiriques. Et justement, s'il y a une crise de confiance, c'est parce que la seule fois où durablement la France a eu l'occasion de faire jouer sa garantie, puisqu'en gros, vous mettez de l'argent dans le pot commun qui était le compte d'opération Trésor, eh bien, et si à un moment donné, vous ne pouvez pas faire face à vos importations, etc., la France, statutairement, se substitue à vous. C'est un peu ça la garantie. Sauf qu'en 1994, la France ne s'est pas substituée. Et c'est là qu'il y a eu une dévaluation brutale de 50%. Et donc, quand on parle de garantie, il faudrait aussi vraiment mettre des bémols. Parce que la garantie, elle est en réalité hypothétique, elle est conditionnelle, mais en réalité, le système tient par les réserves africaines. C'est pour ça que le raisonnement est simple. D'un point de vue économique, si ce sont les réserves africaines qui garantissent la monnaie, alors autant, et ça c'est un scénario qui à mon sens aurait dû être le premier scénario, autant que la France se retire de la garantie. À mon sens, c'est le premier scénario, qui poserait d'ailleurs moins de questions spéculatives à la France elle-même. C'est de dire, sur la durée, vous êtes capable de mettre vos réserves, mettez-les, gérez votre monnaie, et je retire ma garantie. Vous allez contracter directement avec l'Union européenne pour avoir l'ancrage fixe si vous le souhaitez, mais au moins la garantie française est retirée. Quand vous dites que la France s'est retirée de la gouvernance, précisons une chose, la France ne s'est pas retirée par exemple en Afrique centrale, elle est dans la gouvernance de la CEMAC d'une part, et d'autre part, le fait de se retirer de l'administration ne veut absolument pas dire qu'on n'est pas présent dans la gestion de la zone. La preuve, c'est que les règles cardinales, on l'a dit, ont été fixées depuis 1945 carrément par la France. Donc la France est toujours présente par les règles. La France a administré la dévaluation, donc elle est présente encore par les règles. Et pour terminer, lorsqu'on parle des sanctions, et ça je pense que c'est très important, il faut vraiment mettre cette question au premier plan. Voyez-vous, le CFA aujourd'hui est perçu aussi comme, et M. Cabrec l'a dit, comme le dollar avec ses privilèges entre guillemets d'extraterritorialité. Que s'est-il passé en Côte d'Ivoire en 2010-2011 ? Il y a eu un conflit post-électoral, et la France estimait qu'un candidat avait gagné. L'autre candidat a été investi, donc tout à fait normalement, il a prêté serment. Mais la France a pu, avec les institutions du franc CFA, interdire l'accès aux comptes au candidat qui avait gagné. Ça, c'est des éléments factuels. Et d'autre part, les banques françaises en Côte d'Ivoire, à ce moment-là, ont même essayé d'empêcher les salaires d'être payés, d'être versés. C'est-à-dire qu'elles sont fermées en pleine semaine. Ça, c'est des éléments que vous pourrez retrouver du point de vue empirique. Et il faudrait aussi que, quand on parle de ces fantasmes de anti-France, etc., qu'on ait en mémoire de tels événements. Le Mali ou le Niger, aujourd'hui le Burkina Faso, ils ont fait effectivement... ils ont eu des transitions coup d'État. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'ils n'ont plus eu accès à leurs comptes au sein du franc CFA, c'est-à-dire de l'UMOA, de la BCAO. Ils n'ont plus eu accès à leurs comptes. La conclusion, c'est quoi ? C'est que finalement, l'impression, c'est que le franc CFA joue une carte qui ne lui est pas statutaire, parce qu'il n'a pas statutairement, il ne peut pas s'ingérer dans les cycles politiques, mais concrètement, il le fait. Donc, comment voulez-vous restaurer de la confiance dans de telles conditions? Comment voulez-vous? Quelques clarifications. Tout se passe comme si il y avait une forme de péril dans le fait de sortir éventuellement du franc CFA. Regardons juste un peu l'histoire. Les changements monnaie, le fait d'avoir la même monnaie pendant 100 ans, ce n'est pas forcément un gage d'efficacité, ce n'est pas forcément un gage de développement, au contraire, pour ce qui est des pays en développement. Il y a 14 pays en Afrique qui utilisent le franc CFA, sur 55 quand même. Ça veut dire que les autres, le ciel ne leur tombe pas sur la tête tous les jours. Donc, il y a aussi ça c'est les imaginaires du franc CFA qui ont créé une peur autour de la sortie du franc CFA. Le deuxième élément qui me semble extrêmement important, surtout pour les pays en développement, c'est ce qu'on appelle les effets d'apprentissage. Oui, il peut y avoir des secousses, mais c'est avec ces secousses que les pays sont amenés à apprendre la gestion, comment soutenir son taux de change, etc., et comment ils vont être amenés peut-être un peu plus à diversifier leurs économies pour pouvoir ne pas trop dépendre d'une matière première, etc. Donc je pense que il ne s'agit pas de raisonner sur le franc CFA. C'est pour ça le thème m'a beaucoup plu, le devenir du français. Le devenir, ce n'est pas l'avenir. Le devenir, il y a la dynamique, mais il y a le changement d'état dans le devenir. Donc on peut tout à fait imaginer l'avenir monétaire de ces pays-là
en dehors du franc CFA sans que ça ne fasse peur particulièrement. Il peut y avoir des secousses. Le franc français a subi des secousses. Il y a eu des dévaluations, il y a eu des appréciations, il y a eu le franc fort, etc. etc. C'est la chose la plus normale. On ne peut pas souhaiter une forme de fixité du taux de change ou d'immobilisme qu'on va appeler stabilité. Comment voulez-vous expliquer que les pays gardent le même taux de change pendant plus de 50 ans alors que tout autour d'eux, leurs propres caractéristiques ont changé? Vous avez des pays en Afrique de l'Ouest qui sont en train de devenir des pays pétroliers, qui seront bientôt pétroliers, alors qu'avant, ils étaient des pays agricoles. Donc vous allez toujours garder cette même architecture. Je pense que ça pose problème. Je vous remercie. Je voudrais pouvoir dire deux choses sur les avantages qui paraissent être évidents du franc CFA. Le premier, je vais peut-être me répéter, mais le premier, c'est la stabilité monétaire. Je suis convaincu, mais ce n'est pas l'espace pour en discuter, je suis convaincu qu'il y a quand même des trous dans les sciences économiques, mais alors c'est comme toutes les sciences, et qu'on ne sait pas exactement utiliser des indicateurs qui ont été construits dans les sociétés et les économies développées, on ne sait pas toujours les utiliser dans des contextes de pays en développement. Notamment, si nous avons le franc CFA qui existe depuis 80 ans et qui apparemment est stable, et effectivement, il y a moins d'inflation. Alors, si réellement on produisait moins d'inflation sur la durée, ça se verrait au moins sur les différentiels de niveau de pauvreté. Mais on n'a pas une zone qui fait moins de pauvreté que les autres. Donc ces effets redistributifs qui sont théoriques, je ne suis pas sûr qu'on puisse leur donner une concrétude. Ça, c'est un des aspects sur lesquels je pense qu'on peut nuancer vraiment beaucoup le débat. Je suis absolument d'accord pour dire autre chose, c'est que, comme ça vient d'être dit, la question de la production, de la transformation productive est absente du débat sur le développement et du débat sur le franc CFA. Elle est absente de l'architecture du franc CFA. Ça veut dire que implicitement, on a accepté le niveau de développement, qui est en fait un niveau de sous-développement de ces pays, et puis on gère une forme de stabilité, ce qui est effectivement problématique. J'en veux pour preuve, c'est que vous n'allez pas trouver, même dans les rapports, vous n'allez pas voir le niveau d'industrialisation de ces pays. On n'en parle plus. À un moment, on a même parlé de désindustrialisation précoce. Vous voyez ? Et donc, c'est finalement assez normal que les gens se sentent mal, qu'on ait d'un côté des indicateurs qui donnent l'impression que tout va bien, mais que les gens, concrètement, ne se sentent pas si bien que ça. Et je ne pense pas qu'ils soient complètement dans l'irrationalité. C'est peut-être qu'on n'a pas les bons outils. Mais au sein de cette solution, je crois qu'il faudra aller vers des monnaies que je dis panafricaines, transformationnelles, alternatives et holistiques. Je n'ai pas le temps de développer. Panafricaine, c'est solidaire. Mais en tout cas, transformationnelle, c'est la transformation productive. On doit avoir, dans la gouvernance des monnaies, intégrer des indicateurs de transformation économique. Sinon, on va avoir de la croissance sans développement. Merci, Président. Question pour M. Belinga. Jusqu'à l'arrivée du numérique, la population africaine n'avait pas accès aux moyens de paiement parce qu'il n'existait pas de modèle économique pour la bancarisation massive du continent. Avec le mobile money, tout a changé, évidemment. Ceux qui possèdent maintenant un téléphone portable ont accès à une solution de paiement universelle, un porte-monnaie électronique qui est disponible sur tous les smartphones. Et ce système met fin peu à peu à un système qui reposait sur l'argent liquide et l'argent informel. Est-ce que cela peut contribuer à une meilleure traçabilité des fonds, aussi bien pour les États que pour les éventuels fonds illicites? Je vous remercie. Merci. Vous posez la question à qui? Pardon. À M. Zebelinga. Alors, attention, réponse 1 minute, M. Zebelinga. Est-ce que je pense surtout que ça... En tout cas dans les rapports, ça participe de ce qu'on appelle l'inclusivité monétaire. C'est-à-dire des gens qui n'avaient pas la possibilité d'avoir des comptes en banque, etc., eh bien, ils peuvent disposer d'argent et faire circuler un peu plus la masse monétaire. Donc ça peut avoir un aspect positif. L'aspect qui est un peu plus problématique, c'est qu'on transforme des acteurs de l'espace télécom en banquiers quelque part un peu. Et donc sans les mêmes règles, sans la même déontologie. Et donc ça peut poser des problèmes. Mais je pense que c'est un ensemble d'innovations qui peuvent aller dans le bon sens, ça c'est certain, mais le fond de la question, à l'arrivée, ça restera sur les aspects, à mon sens, sur les aspects productifs. Comment est-ce que le numérique éventuellement, mais surtout l'institution bancaire, l'institution financière et les arrangements institutionnels peuvent amener à créer des incitations pour aller vers de la production et la diversification productive. Merci madame. Très bien. Il n'y a pas de fatalité à ce que quand on change de monnaie ou qu'on sorte du franc CFA, que sa monnaie chute. La garantie en fait
pour soutenir une monnaie fondamentalement, ça a été dit, il faut une gestion des réserves et il faudrait évidemment des institutions. Pour ce qui est du Sénégal, qu'est-ce qu'ils ont dit concrètement? Ils ont dit soit nous passons par l'intégration régionale, la monnaie commune, la CEDEAO. Si le projet n'avance pas, donc l'échéance est 2027, alors nous procéderons à une sortie individuelle. Et ils ont précisé un certain nombre d'éléments. Premièrement, ils vont travailler sur le cadre macroéconomique, donc à avoir des bons fondamentaux macroéconomiques. Ils vont travailler à sécuriser leurs réserves. C'est ce qu'ils ont annoncé déjà avant de sortir du franc CFA. Moi, je pense que, est-ce que le Sénégal peut le faire? Je pense que oui. Ils ont la légitimité populaire. Ils ont également la maturité populaire. Les gens sont prêts à les soutenir dans cette direction. Et ils sont tout à fait conscients qu'une monnaie n'est pas forcément vouée à être tout le temps au même niveau. Alors, qu'est-ce qu'on fait des pays qui souhaiteraient rester dans le franc CFA? Bon, vous savez que les accords, les traités sont écrits, et donc un pays peut sortir sans préjudice de la continuation du traité. Donc n'importe quel pays peut décider de sortir. Les accords qui ont été signés resteront valables pour les autres. Donc ceux qui souhaitent rester dans cette architecture, ils seraient libres de le faire. Au moins, ils auraient choisi, ils auraient exprimé un acte de choix, qui, à mon sens, n'a pas été fait depuis les indépendances. Est-ce qu'il faudrait sauver des marques ou aller vers l'éco? Sauver des marques, il y aura toujours une trace, de l'histoire. On est tous faits d'histoire. La question, c'est qu'à un moment donné, il faudrait aussi que les pays se déploient avec leurs propres ressources, etc. Aujourd'hui, vous voyez, notre débat aujourd'hui, on discute comme si on avait le choix entre le franc CFA et le franc CFA, comme si on avait le choix entre des unions monétaires et des unions monétaires. Alors qu'on doit justement, les pays africains en tout cas, doivent mettre plus d'intelligence et chercher à faire de l'innovation. Rien n'empêche d'avoir des systèmes qui soient solidaires, des systèmes monétaires solidaires, sans forcément avoir une monnaie unique. On peut avoir un degré de mutualisation des réserves, par exemple, ou des degrés d'assistance mutuelle. Par exemple, ce qui avait été proposé à certains moments et qui existe, c'est des lignes de crédit qui pourraient être négociées. Donc, il y a une architecture qu'on peut créer qui ne se limite pas au change fixe, au change flexible et aux unions monétaires telles qu'elles existent. Et là, je suis d'accord avec vous, la réflexion n'a peut-être pas suffisamment avancé dans ce sens-là. Donc, la suite, à mon avis, c'est d'abord la volonté des peuples, la volonté des États, et puis le projet. Le projet principal, c'est un projet transformationnel global. La monnaie s'inscrit au sein de ce projet transformationnel. Il faut comprendre aussi que la question qui se pose, c'est que les Africains ont vu pendant 2 décennies un certain nombre de pays en développement passer de pays en développement, pays pauvres, pays émergents, aujourd'hui à pays quasiment puissants. Et que pendant le même temps, avec les instruments qui étaient entre autres le CFA, mais pas que le CFA, la coopération avec l'Europe, etc., eh bien, en fait, le sous-développement a stagné. Et il y a aussi, par rapport à ça, une frustration et un besoin de changement de paradigme.